Merci de nous regarder, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir choisi votre télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine qui a le plaisir de recevoir sur ce plateau Andy Mukendi, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Votre livre vient de paraître aux éditions Lumumba à Lubumbashi. Le livre, c'est Enfants, martyrs, inspiré de l'histoire des enfants qui traversent les situations difficiles dues aux différents cancers. D'abord, je le rappelle, vous êtes fondateur de Africa Dream, Africa Child Dream, et puis vous êtes certifié ambassadeur par la MONUSCO en 2020 lors du concours national d'orthographe, la MONUSCO, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que la CIRGL et d'autres organisations partenaires. Alors, on aimerait bien savoir à travers cet ouvrage, Enfants martyrs, parce que, comme je l'ai dit, ça raconte l'histoire des enfants, les héros, ceux qui sont tombés suite au cancer. Quel est ce regard de la communauté congolaise qui vous a choqué, ou soit qui vous a même motivé à transcrire l'expérience de certaines familles qui font face à cette maladie? Merci. Déjà, je peux commencer par présenter le livre en quelques détails. Enfants martyrs, inspiré de la vie des enfants souffrant des cancers en République démocratique du Congo. Les gens pourraient se poser beaucoup de questions en se demandant pourquoi enfants martyrs. En quoi ces enfants sont réellement des martyrs? Si nous partons sur le plan étymologique du mot martyr, ça traduit directement un témoignage de quelqu'un qui a souffert, qui a enduré, comme le Christ lui-même par exemple. C'est le plus grand martyr de l'humanité qui a souffert pour nous sauver, pour nous libérer. Et c'est ainsi aussi que cela s'est traduit à l'endroit de ces enfants qui souffrent dans une société très indifférente. C'est ça ce regard. Le regard qui m'a poussé, le regard qui m'a amené à parler de la vie de ces enfants, à écrire sur la vie et le parcours de ces familles. C'est ce regard très indifférent que nous portons sur des situations aussi cruelles comme celle-ci. Parce que dans notre société congolaise, africaine, nous stigmatisons certaines situations, entre autres certaines maladies, nous les jugeons comme étant des tabous, comme étant par exemple des sortilèges jetés sur la famille. Alors, quant au cancer, c'est beaucoup plus surprenant chez beaucoup de personnes, beaucoup de familles africaines, apprenant qu'un enfant de moins de 5 ans peut souffrir des cancers. Bien évidemment, si vous m'auriez posé cette question il y a peut-être 6 ans, je vous aurais dit la même chose. Mais aujourd'hui, je suis scientifique, je suis étudiant en 2e doctorat médecine à l'université de Lubumbashi. Nous comprenons que le concept du cancer chez l'enfant, ce n'est pas tout ce que la société émet comme hypothèse. Le cancer chez l'enfant, c'est une situation qui peut arriver. L'enfant peut naître avec le cancer ou ne peut pas naître avec, mais l'attraper plus tard. Alors cela peut s'expliquer par différents mécanismes que je ne pourrais pas illustrer s'il faut des temps. Okay. Et ceci étant, cette maladie étant vraiment une réalité en République démocratique du Congo, précisément ici dans la région sud-ouest surtout de la RDC, dans les Hauts-Katanga. Nous avons plusieurs enfants qui sont aux cliniques universitaires de Lubumbashi, qui ont été diagnostiqués d'un cancer. Ça dépend de la forme, de la nature du cancer, mais qui se retrouvent dans cette incapacité de continuer à mener leur combat face à cet ennemi physique invisible qui ne voit pas. À cause du regard de la communauté. À cause du regard que nous portons sur eux, que nous portons d'abord sur leurs parents. Parce que dans des familles restreintes comme élargies, apprenant que telle mère a un enfant qui souffre de cancer, on se pose beaucoup de questions. Apprenant que tel enfant a fait le cancer, on se posera beaucoup de questions pour savoir l'origine. Quelle serait la cause, quel serait l'élément déclencheur de ces cancers. Et beaucoup plus, on incriminerait les aspects spirituels, mais ça n'a rien à voir pour nous les scientifiques. Nous comprenons qu'il y a des contextes dans lesquels un enfant peut attraper le cancer. Alors ce regard qui décime des vies, parce qu'à cause de ce regard, il y a des enfants qui sont morts des cancers en RDC, qui n'ont pas été pris en charge. Premièrement, pourquoi? Le pays tel qu'il est, la République démocratique du Congo, mon pays, n'a pas de programme national de lutte contre le cancer de l'enfant. Alors, tout enfant qui souffre des cancers, normalement, doit être diagnostiqué.
c'est l'élément important, le premier élément essentiel qui peut nous aider à sauver tous ces enfants, c'est des diagnostics. Mais quand il n'y a pas de protocole, des prises en charge, il n'y a pas de programme pour accompagner ces enfants, on ne pourrait pas les identifier. Alors je conclus aujourd'hui que non seulement les enfants qui sont identifiés, qui sont pris en charge, il y en a aussi qui meurent tous ces jours des cancers, mais sans les savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de programme de dépistage, il n'y a pas de programme, des campagnes de prévention. Donc tout ça, ça n'existe pas dans notre système. Et cela constitue vraiment des facteurs qui envoient ces enfants petitement à la mort. Alors, ce sont ces aspects, ces constats qui m'ont vraiment poussé à parler de leur vie et à parler de ces enfants. Alors, vous portez votre regard sur trois aspects, c'est-à-dire le cancer d'une part, d'autre part l'enfant, mais aussi la communauté. Quelle est l'indifférence humaine? Cette indifférence humaine qui détruit, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, la vie de ces enfants entre la grâce de survivre grâce à la grâce et puis le drame de la mort qui survient après une douleur atroce. Vous savez, aujourd'hui dans notre système, que ce soit en RDC ou partout ailleurs, le secteur de l'enfant est considéré comme étant le secteur les plus improductifs sur le plan financier. Pourquoi? Parce que quand on investit dans l'enfance, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau des soins médicaux, on se pose des questions, quels seront les revenus que les gouvernements, par exemple, ou les institutions politiques, administratives gagneront en retour. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a peu d'investissement dans ce secteur. L'enfant, c'est l'avenir. Victor Hugo l'a dit. Comment il s'appelle? C'est l'avenir. Alors si aujourd'hui, dans notre société congolaise plus particulièrement, moi je suis africain, je suis très fier d'être congolais, j'aime la RDC, et si dans mon pays, les enfants qui doivent nécessairement bénéficier de la protection, donc leurs devoirs qui doivent être pris en compte, mais aussi leurs droits qui doivent être respectés, et si tous ces aspects ne sont pas respectés, moi je traite cela d'injustice. Et si ces injustices se déroulent sous notre regard, parce que nous sommes informés. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire que les institutions politiques, les institutions médicales ne sont pas informées qu'il y a des cas de cancer en République démocratique du Congo. Ils sont quasiment au courant. Impossible, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que moi, j'ai appris que les enfants atteints de cancer en RDC existent depuis 2019. C'était ma première fois d'apprendre avec la création de la toute première ONG pour le cancer de l'enfant en RDC, Helpless Children, qui exerce depuis 2019. C'est à travers cette ONG que j'avais appris que les enfants peuvent souffrir des cancers. Alors si je dois faire une corrélation entre les trois aspects, entre l'enfant qui représente l'avenir, entre le cancer qui est une maladie et la communauté, il y a un enjeu. Il y a un enjeu que nous devons prendre en considération. C'est que moi, la crainte, c'est de laisser ces enfants mourir, les terroriser. Et qu'est-ce que ceci représenterait pour toute une humanité que nous représentons? Quels seraient les combats que nous aurions menés pour l'enfance, en fait? Alors, c'est un peu ces aspects, c'est cet enjeu pour lequel que je m'engage. J'ai mis le peu que je suis, le peu que j'ai au service de l'enfance pour me dire que, bon, voilà, il n'y a pas que mener des plus grandes luttes. Par exemple, il y a des gens comme Nelson Mandela qui ont mené des plus grandes luttes, c'est à leur niveau. Et moi, je me dis, la mienne, c'est celle-ci, l'enfant atteint de cancer. Cet enfant, non seulement doit être diagnostiqué, il doit être soigné. Non seulement il doit être soigné, mais il doit être guéri. Alors, après la phase de guérison, on se pose une question. Quel serait cet enfant après son cancer? C'est un aspect très important que je souligne dans mon ouvrage, l'aspect psychologique, la réinsertion psychosociale de ces enfants. Tout à fait. Je vais vous dire que dans les systèmes de santé de la République démocratique du Congo, à l'hôpital, on ne prévoit pas des psychologues. Alors vous imaginez, vous souffrez d'une maladie chronique, une maladie atroce comme le cancer, comme le diabète, comme toute autre maladie, et que vous n'avez pas d'assistance ou un accompagnement psychologique, psychomédical surtout. Voilà. Alors, chez l'enfant, qu'est-ce que cela peut représenter? Quelle serait sa phase de rémission? Comment cet enfant se regarderait-il dans la société, surtout si il s'en sort avec des séquelles physiques? Par exemple, pour ceux qui perdent un œil. Il y a des enfants qui perdent un œil, qui peuvent perdre un membre à cause de leur cancer. Mais s'il n'y a pas un accompagnement psychosocial pour aider ces enfants à s'accepter, à accepter qu'ils ont mené et enduré un très bon combat et qu'ils devraient être fiers d'eux, je pense qu'on n'aurait pas vraiment atteint tous nos objectifs de la vie.
C'est un peu ça en quelque sorte. Très parfaite intervention, et c'est d'ailleurs à travers cette intervention que cette question peut jaillir, la question de savoir comment est-ce que vous pouvez nous expliquer votre entendement dans les livres, comme vous le dites bien, le malheur de ces enfants ne résulte pas seulement du fait qu'ils soient cassereux ou généralement du fait qu'ils proviennent des familles pauvres, mais surtout leur malheur résulte aussi de notre regard qui serait en train de perpétuer en fait leur situation. Bon, exactement. Nous faisons tous face à des situations de vie compliquées. Adultes, jeunes, enfants. Notre destin, c'est affronter toujours les plus durs des combats. Tout à fait. Alors, si un enfant souffre non seulement de cancer, ça c'est une évidence, ça peut arriver. Mais quelles seront les dispositions que la communauté aurait prises pour protéger cet enfant? C'est là que se situe la préoccupation. Oui, l'enfant souffre, tout le monde souffre, mais qu'est-ce que la communauté a fait? Alors pour moi, leur souffrance ou leur malheur, ce n'est pas seulement du fait qu'ils souffrent de cancer, mais il y a un autre problème. C'est ce que la société fait, c'est l'apport de la communauté. Qu'est-ce que la communauté apporte à cet enfant? C'est la question que je me suis posée. Parce que ces livres, je veux dire que je ne l'ai pas écrit sur base d'une illusion, c'est une expérience personnel mené aux côtés de ses enfants au clinique universitaire de Lubumbashi, en contact avec certaines familles qui ont d'ailleurs accepté de partager leur propre expérience en témoignant. Alors vous comprendrez que dans tous ces témoignages réunis dans cet ouvrage, il y a un problème que ces familles ont rencontré, c'est la communauté. Si la communauté apprenait que l'enfant souffre de cancer, quelle serait leur réaction? C'est la question. Il y a eu des parents qui ont refusé de partager l'histoire de leur enfant par crainte qu'il y aura des critiques négatives à l'encontre de l'enfant et de la famille. Alors moi, je me dis, si nous devons combattre le cancer de l'enfant en RDC, avant de s'attaquer à la maladie qui est invisible, nous devons d'abord combattre les maux de la société qui sont le premier élément, l'élément qui détruit, qui nous divise, qui nous dissocie. Que ce soit sur le plan des appartenances religieuses, appartenances ethniques, partis politiques, c'est l'indifférence. Vivre pour l'autre, cette notion n'existe pas vraiment. C'est sacrifier pour l'autre. Moi, je me dis, il n'y a pas meilleur et plus lourd combat à mener que vivre pour les autres. Ça, je me dis, c'est le sacerdoce parfait, comme le Christ lui-même l'a fait d'ailleurs. Donc, c'est donner pour l'autre. Et surtout quand on le fait pour le plus petit, les enfants qui, dans ce cas particulier atteints des cancers, n'ont pas choisi la maladie. Là, les gens doivent comprendre qu'un enfant ne choisit pas de tomber malade, surtout pas de cancer. Surtout. Et quand ceci arrive, nous, adultes, qui avons plusieurs informations sur la survenue de cette maladie, nous devons nous tenir prêts, nous devons avoir des dispositions pratiques capables de nous aider à accompagner ces enfants. C'est sur ça que je martèle, le regard de la communauté. C'est ça mon problème. Très parfaite intervention à travers cet ouvrage, donc l'enfant martyr, inspiré des vies des enfants qui traversent les cancers à travers la République démocratique du Congo, dont vous êtes l'auteur, Andy, et je le rappelle, vous êtes ambassadeur décerné de la MONUSCO lors du concours national d'autographe. Vous avez fondé aussi l'association sans but lucratif Africa Children Dreams, et lorsque vous venez de le dire, vous martelez beaucoup plus sur le regard de la communauté, bien que à côté il y a aussi le cancer, il y a aussi l'enfant, mais quel est ce regard en fait, comme vous prenez beaucoup plus la question du regard par rapport au cancer des enfants, quel est ce regard que nous devons prôner tous à faveur de ces enfants qui sans défense ont généralement, comme vous le dites dans le livre, besoin de courage et d'aide nécessaire. Mais c'est quoi le regard? Je peux le résumer en un seul mot, c'est l'amour. Qui est de l'amour? Parce que quand il y a de l'amour, ça en découle beaucoup de vertus. La disponibilité, le sacrifice, l'empathie, la compréhension, la compassion, toutes ces vertus ne peuvent se résumer que dans l'amour. Alors moi, je me dis, si nous n'avons pas suffisamment d'amour à porter pour les autres, surtout pour les enfants, on ne peut rien faire pour eux, parce que nous les vivons. Est-ce que vous allez me dire que notre pays manque des ressources pour établir tout un programme afin d'accompagner les enfants qui souffrent de cancer? Mais non. Ces finances, je ne crois pas qu'elles pourraient manquer. Mais nous vivons dans une situation où les finances ne sont pas là. Il y a des enfants qui sont morts. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Moïse Mouteb. Ces garçons qui
ses parents l'amènent pour des examens, on trouve qu'il souffre de cancer de l'œil. Ils étaient arrivés au bon moment, donc la maladie pouvait être prise en charge. Les parents n'avaient pas de moyens. Ce n'est pas un problème. Tout le monde n'est pas appelé à être riche, tout le monde n'est pas appelé à avoir beaucoup d'argent. Mais il y a plus important qu'avoir de l'argent, c'est la disponibilité et l'amour. Mais le parent qui fait quoi? Il abandonne son garçon. Il abandonne l'enfant dans une famille amie pour ne plus revenir. Et la famille amie, qui devait nécessairement accompagner l'enfant à ses séances de chimiothérapie, exige une caution à chaque séance pour se déplacer de la maison vers l'hôpital. L'ONG Helpless n'avait qu'un seul souci, un seul besoin, c'était sauver l'enfant. Ils se sont portés garant de commencer à payer cette caution à chaque séance de chimiothérapie pour que cette famille amie prenne l'enfant à chaque rendez-vous et l'amène à l'hôpital. Mais il s'est fait que, bon, un jour, l'ONG a connu une pénurie en financement. Les partenaires n'ont pas envoyé l'argent. Ils n'ont pas pu également envoyer les transports à cette famille. Ils ont raté 1 ou 2 séances de chimiothérapie et à la 3e séance, c'était tard. Ouais. Pourquoi l'enfant est mort? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Non. Ce n'est pas ça en fait. L'enfant est mort parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'amour pour l'accompagner. Il n'y avait pas suffisamment de disponibilité pour le comprendre. Parce que lui, déjà, il n'a pas choisi cette maladie. Mais nous, en tant que parents, notre premier devoir, c'est de protéger les enfants, les accompagner. Et si déjà son propre père a eu à l'abandonner comme il avait fait, à quoi il pouvait s'attendre pour une famille amie? Donc c'est là que je situe mon constat, cette disponibilité, cette indifférence que nous portons. Peut-être l'erreur serait l'éducation que nous avons tous réussi de famille. Par rapport aux cultures, aux croyances, on nous dit, voilà, dans notre culture, telle maladie n'existe pas. Si ça existe, c'est de la sorcellerie. Mais moi, je pense que nous sommes également arrivés à un niveau où on doit peut-être révolutionner certaines réflexions. Parce qu'à cause de certaines réflexions jadis, qui ont été bien évidemment nourries par nos ancêtres et qui nous accompagnent aujourd'hui, nous condamnons encore certaines vies innocentes, telles que les enfants. Alors pour moi, je me dis, nous devons nous rendre disponibles. Nous avons une association qui lutte contre le cancer de l'enfant, mais qui ne le fait pas comme l'ONG Helpless, parce qu'ils sont dans la prise en charge financière. Nous accompagnons les enfants sur le plan réinsertion psychosociale. Parfois, nous sommes contraints de mener un combat afin de récolter de l'argent, aider un enfant. Nous lançons des annonces. Bien sûr que nous sommes arrivés à une époque où, avec la technologie, il y a beaucoup d'arnaques. On ne peut pas peut-être nous faire confiance. Ça, on comprend. Mais vous êtes scientifique, vous êtes intellectuel, vous êtes parent, vous tombez sur une telle information. Si vous ne vous rendez pas disponible pour envoyer votre argent, mais peut-être déplacez-vous pour confirmer que cette histoire des cancers de l'enfant en RDC est réellement vraie. Alors, à travers l'ouvrage, vous reprenez les témoignages de certains parents qui ont consenti en fait pour témoigner et qui enrichit aussi le livre, bien que ces témoignages donnent quand même un peu de chagrin, mais ça constitue justement renforcer les contextes dont vous venez d'évoquer, révolutionner en fait la réflexion sur le plan de certaines réalités purement africaines, notamment en rapport avec le cancer de l'enfant. Vous reprenez ces témoignages puisqu'il vaut mieux savoir avant de souffrir ou savoir que souffrir, ou puisqu'il peut être temps que nous puissions agir avec des possibilités d'éviter surtout la torture qui mène droit à la mort. Exactement. Il est encore temps d'éviter cette torture. C'est pourquoi nous reprenons les témoignages. Ces témoignages, je ne les ai pas repris dans un objectif de plonger les lecteurs en deuil. Non, c'est juste pour appuyer la thématique. Parce que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains, influenceurs qui travaillent sur le développement personnel, comment devenir riche. C'est bien beau, je ne critique pas. Mais il y a des situations et des questions très importantes de la société qui ne sont pas abordées. Des situations vécues. Et la mienne, cette situation que je porte, depuis que j'ai créé cette association, c'est une situation vraie qui touche à l'humanité. Alors si nous avons pensé à ces parents, à ces familles, c'est pour prouver, pour attester que ces histoires ne sont pas des illusions.
pour le plaisir d'un écrivain, parce qu'il veut écrire, il doit inventer. Non. Nous avons discuté avec les parents, ils ont accepté, ils nous ont fourni leurs témoignages. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront la chance de venir au vernissage du livre, rencontreront ces 3 familles merveilleuses qui, en dehors de ce qu'ils nous ont fourni en termes de manuscrits, ils vous parleront de comment ils ont vraiment traversé ces situations, ces différentes situations, ces différentes phases en combattant contre le cancer de leur enfant. Alors, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'à travers cet ouvrage, on peut finalement dire que votre lutte à travers cet ouvrage, mais aussi à travers votre association sans but lucratif, Africa Child Dream, c'est finalement arriver à obtenir un programme national de lutte contre le cancer infantile? Oui, à court terme, comme je suis en train de le dire, c'est lutter contre la stigmatisation. Surtout. À court terme. C'est urgent en fait, nous devons lutter contre la stigmatisation. Parce que si nous arrivons à long terme à avoir un programme de lutte contre le cancer de l'enfant, on doit se poser la question s'il sera effectif, dans quelle communauté, qui a quelle éducation. Cette communauté acceptera-t-elle que l'enfant peut avoir le cancer? Mais avant d'y arriver à long terme, il y a des objectifs spécifiques aujourd'hui pour lesquels nous sommes en train de nous battre. C'est d'abord lutter contre la stigmatisation. Les parents doivent comprendre que le cancer, quand on dit que l'enfant a le cancer, il ne faut pas l'amener à l'église. C'est à l'hôpital où on doit l'amener. Parce qu'il y a des histoires, bien que je ne les ai pas mentionnées, des enfants qui sont morts parce qu'à l'hôpital, après l'annonce du diagnostic, la maman a refusé, on a amené l'enfant à l'église. Quelques mois plus tard, après le suivi, on dit que l'enfant est décédé. Mais à l'exemple d'Azaël, à l'exemple de Maëlys, qui sont vraiment les deux héros de mon livre. Oui, tout à fait. Mais je me dis quels parents pourraient alors me faire changer d'avis pour ne pas croire que c'est possible. Surtout les témoignages de la maman de Maëlys. Voilà. Alors ça nous prouve que si nous accompagnons l'enfant, si nous nous rendons vraiment disponibles pour l'enfant, nous allons y arriver. Voilà un peu tout ce que je peux dire. Mais malheureusement, votre responsabilité en tant que corps médical, lorsque j'ai lu l'ouvrage, les témoignages de certains parents, surtout si on prend les témoignages par exemple de maman de Maëlys, il y a un sérieux problème sur le plan accompagnement psychologique aussi à l'hôpital. La responsabilité des médecins. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans le programme de santé en RDC, la place des psychologues à l'hôpital n'est pas vraiment prise en considération, elle n'est pas prise en compte. Parce que ce rôle ne doit pas être joué par le médecin. Ce rôle doit être joué par un expert en psychologie. Le médecin le font déjà à leur niveau, avec les moyens qu'ils ont. Mais ce n'est pas pour rien que nous avons une faculté de psychologie. Si nous avons cette faculté de psychologie, si nous avons ces personnes qui partent étudier la psychologie, quelle psychologie? La psychologie de l'enfant. C'est pour qu'ils rendent service à la communauté. C'est pour qu'ils soient intégrés dans le système de santé en RDC. Accompagner les enfants. Mais l'enfant peut déprimer. Mais vous ne verrez pas que l'enfant déprime. Vous pouvez déprimer en tant qu'adulte. Il y a des signes physiques que vous pouvez extérioriser. Mais l'enfant peut vous déprimer. Vous ne saurez pas où se situe sa douleur. Vous ne saurez pas où est-ce qu'il a mal. Alors il y a des personnes, il y a un personnel qualifié qui doit nécessairement s'occuper de la psychologie de l'enfant. C'est le plus grand problème que les parents qui amènent des enfants aux cliniques universitaires pour la prise en charge psychologique peuvent rencontrer aussi en oncologie pédiatrique. Comme Mme Mathilde l'a dit dans son témoignage, arrivée avec sa fille pour une première chimiothérapie et n'a pas été bien accueillie par les corps médicaux parce qu'elle était troublée, elle était stressée, elle était... sous émotion forte. Voilà. Et la manière dont elle a été abordée n'a pas été la meilleure. Alors ça nous renvoie à comprendre qu'il n'y a pas seulement l'urgence d'une prise en charge médicale, mais il y a aussi urgence pour une prise en charge psychologique. En tout cas, très bel ouvrage, très bonne histoire et aussi une très grande richesse qui regorge cet ouvrage « Enfant martyr » dont vous en êtes l'auteur Andy Mukendi. Les livres qu'on peut retrouver aux éditions Lumumba à Lubumbashi. Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour partager la richesse de cet ouvrage plein d'émotions, plein de connaissances et surtout d'expériences qu'il faut vraiment lire obligatoirement. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.